De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Ils sont forcément dans nos poches ou dans notre sac, ces smartphones, mais sans doute vous posez-vous la question de temps en temps, comment sont-ils fabriqués et où? Alors, où, on le sait, la plupart du temps, ils sont fabriqués en Chine, mais comment? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question avec nos deux inspecteurs gadgets qui reviennent d'Asie. Christopher Siminelli, salut Chris. Salut François, bonjour à tous. Je suis ravi de te retrouver dans De quoi je me mêle. Je suis très content d'être là. Et Raphaël Grabli, salut Raph. Salut François, je suis très content aussi de te retrouver. Et bien voilà, Raphaël Grabli, que j'ai le plaisir aussi d'accueillir chaque samedi matin, notez-le, sur RMC, entre 9h et 10h, dans notre rendez-vous, nouveau rendez-vous Vie numérique. Oui. Voilà, donc on compte sur vous. Chaque samedi matin, 9h-10h. Bon les amis, vous revenez de Chine. Oui. Ça se voit pas, vous n'êtes pas jet-lagué, tout va bien. Mais non, c'est la forme, c'est la santé, quoi. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit, il faut quand même expliquer à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent comment aujourd'hui on fabrique un smartphone, parce que c'est le cœur du réacteur est là-bas. En général, vous atterrissez à Hong Kong, juste à côté il y a Shenzhen, là on rentre dans le territoire chinois, et Shenzhen c'est un peu la mecque du smartphone, c'est là où tout se fabrique, où tout se prépare. Ouais, ils appellent ça un peu la Silicon Valley du smartphone, c'est vrai, il y a tout. Alors c'est là qu'ils sont souvent designés, bon, sauf chez certaines marques comme Apple ou Samsung, mais sinon la plupart des marques chinoises, elles sont toutes là-bas. Et puis il y a les usines en fait, donc il y a à la fois les QG, c'est-à-dire les gens qui vont décider, qui vont les vendre, le marketing, etc. Et à la fois, à quelques pas, les usines, c'est-à-dire que tout est au même endroit. Alors, Chris, toi, tu y allais pour Huawei, donc tu as vu un petit peu les lignes de fabrication des smartphones Huawei. Exactement, j'y suis allé dans le cadre du lancement du Mate 10 Pro qui a été annoncé là récemment, mais nous, on a eu l'opportunité de le voir un peu en avant-première à l'endroit où il a été fabriqué. Et c'est vrai que moi, j'étais hyper content de voir ça, parce que ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans ce secteur et j'avais jamais vu vraiment d'usine de smartphone. Et la première chose qui m'a interpellé, c'est que finalement, c'est pas si grand que ça. Je m'attendais à une ligne de production qui fait pas 1 kilomètre, mais un truc vraiment beaucoup plus conséquent. Oui, et là, elle fait 150, 200 mètres. Ok, c'est beaucoup, mais finalement, par rapport à l'ingénierie qu'on doit mettre dans un smartphone, c'était pas énorme. Et donc, première étape, la carte mère qui arrive au début de la ligne de production. Et vraiment, à la fin de la ligne de production, on a 12 smartphones dans une boîte prête à être expédiée dans un conteneur. C'est vraiment Quand tu incroyable. dis ligne de production, comment ça marche en fait? Comment fabrique-t-on un smartphone aujourd'hui? De la carte mère jusqu'à l'assemblage de l'écran, tout est entièrement automatisé. Et ça, vraiment, c'est hyper impressionnant à voir, parce que les composants sont disposés sur des bandelettes qui viennent alimenter une machine qui place chaque composant par-dessus les smartphones. C'est vraiment impressionnant. Et ça, c'est un robot. Et c'est un robot qui fait ça. Et qui est réglé au micron, quoi. Enfin, exactement. Parce que là, c'est au micron près. C'est au micron près. Et surtout, les composants sont gravés des deux côtés. Pourquoi? Parce que quand le composant sort de la bandelette et vient se déposer sur la carte mère, il peut tomber d'un côté ou de l'autre. Il faut que des deux côtés, ça fonctionne. Donc, ils se sont enlevés une contrainte technique, quitte à finalement avoir tous les composants d'un côté ou de l'autre. Mais ça leur fait économiser tellement de temps que c'est finalement intéressant au bout de la chaîne pour eux. Et autre chose qui moi, m'a marqué, c'est que sur chaque étape de fabrication, ils prennent des photos au micron près, avec le numéro de série et l'IMEI. Tout ça est lié à l'IMEI du produit. Ce qui fait que, toi par exemple François, ton iPhone, mais je pense que c'est le cas dans toutes les usines, ton iPhone, tu donnes l'IMEI, ils sont capables de retracer toutes les images de fabrication et de déterminer, c'est peut-être là où il y a eu un problème ou quoi. Donc les robots, des robots hyper bien réglés qui arrivent jusqu'à l'assemblage du boîtier. Et la première intervention humaine, elle est au niveau de la disposition de l'écran sur le smartphone. Alors, je ne sais pas si c'était ça aussi. C'est un peu pareil. Il y a eu vraiment 2 étapes. Il y avait 2 étages concrètement. Un étage pareil où on était au niveau des cartes mères. Et c'est vrai qu'on voyait, c'est impressionnant. Elle passe en fait dans des espèces de boîtes où on voit que c'est des photos en 4K, voire en 8K en fait, pour avoir exactement tout détaillé. Et là, si on peut le voir à l'écran, tout simplement on voit good, c'est-à-dire que le composant, la carte mère est bien les choses sont au bon endroit, voilà, entre guillemets. Et donc effectivement, c'est automatisé, mais par contre, sur la deuxième étape, là, on va commencer à mettre d'autres composants, le capteur photo, les antennes, etc. Là, alors moi, j'étais avec Alcatel. Donc, qui appartient à TCL, donc c'est un géant chinois, c'est 8e. Ils fabriquent aussi dorénavant les téléphones BlackBerry. BlackBerry, voilà, exactement. Et alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est au contraire, sur toute cette deuxième étape, tout est à la main. C'est-à-dire qu'on c'est une ligne de fabrication, mais au sens propre, c'est-à-dire que vous avez une ligne
d'ouvriers qui sont là, qui ne touchent pas le sol parce qu'ils sont sur des bandes en fait de silicone pour des problèmes de conduction, etc. Et il se passe d'électricité statique, pardon, et qui se passe finalement les smartphones. Alors il y en a un qui va mettre la caméra, il le passe à son petit copain qui va mettre l'antenne, il le passe à son petit copain qui va bien arranger l'écran, l'autre derrière va mettre la batterie, l'autre derrière va mettre le truc dans la boîte, l'autre va fermer la boîte et l'autre va mettre le scotch. Mais en fait, ça ressemble, évidemment, c'est pas de l'artisanat, mais moi ça m'a interpellé aussi à partir de cette étape où on n'est plus dans le composant mais vraiment dans l'assemblage du smartphone. Tout est fait à la main, c'est-à-dire que c'est vraiment Et néanmoins, toujours avec une phase de test qui est cette fois-ci automatique, parce que, enfin, je sais pas si tu as eu ça chez Alcatel, mais ouais, ils disposaient l'écran. Après, ils mettaient le smartphone dans des tiroirs où il y avait des tests qui étaient en processing. Et là, la machine disait OK ou pas OK. Ouais. Et c'est marrant parce qu'au moment où on passait devant le test des écrans, il y en a un qui a échoué. Donc il a pris le truc et bim, il l'a béné, quoi. Il a béné dans une. Il y a un petit panier en dessous. Carrément, ils essaient même pas de Non, le je pense réparer. qu'ils recyclent, etc. Mais Ouais. si tu veux, ils vont pas perdre du temps à essayer de trouver ce problème. Hop, ils passent à autre chose parce que En il y fait, a derrière, un je pense rythme que c'est une autre chaîne pas de production, mais c'est une chaîne qui est prévue pour tout ce qui est mis là-dedans. Et ben, ça repart avec un autre process. Et puis c'est peut-être le fournisseur qui lui n'a pas. Voilà, bon, bref. Et hyper intéressant. Et il y a une étape qui est assez rigolote, je trouve, c'est au milieu de la chaîne. Il y a 3 PC avec des câbles USB qui sortent et en fait ils flashent les ROM des smartphones à ce moment-là parce que les mettent à jour pour qu'ils soient prêts à être fonctionnels. Jusqu'à l'écran, la batterie, etc. Bon, très bien, à un moment donné, il faut diriger les smartphones vers les bons pays qui ont des bandes GSM différentes et donc des ROM aussi soumises à des contraintes différentes. Il y a des ROM qui sont pour les opérateurs, Orange, SFR ou Bouygues parfois ont des ROM custom et donc c'est à ce moment-là, c'est directement à Shenzhen que c'est pas en France ça. C'est pas en France, c'est flashé directement sur la ligne de production. D'ailleurs, ils reçoivent souvent les visites des opérateurs. Ils reçoivent les opérateurs tous les ans. Qui sont leurs plus gros clients. Qui sont leurs plus gros clients, évidemment. Ils reçoivent tous les opérateurs dans les usines. Et on pourra en parler aussi d'ailleurs au niveau des conditions de travail. Mais en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que la pression, moi au début, je disais, bon, est-ce que les contrôles au niveau de la qualité de vie des ouvriers, etc., par rapport aux contraintes légales. Oui, c'est ce qu'on se dit. On se dit, voilà. Ça doit être déplorable en Chine. En tout cas, c'est l'image qu'on a. Exactement. On a une très mauvaise image. Alors ça s'améliore. L'image s'améliore, mais les conditions aussi s'améliorent. Alors bon, après, il y a ce qui est du discours officiel et ce qui se passe. Moi, je peux parler, je pense que Christopher aussi, on peut parler de ce qu'on a vu. Officiellement, aucun ouvrier de moins de 18 ans, même si l'âge légal c'est 16 ans. Chez TCL, ils nous ont dit non, on ne veut pas en dessous de 18 ans. La moyenne d'âge, ils nous disaient que c'était 30 ans. Bon, moi, sur les ouvriers que j'ai vus, ils avaient l'air d'être très jeunes quand même. Donc, je pencherais plutôt vers 18-20 ans dans la majorité des ouvriers que j'ai vus. Mais après, je n'ai pas vu évidemment toutes les chaînes de production. Il faut voir aussi que ce qu'on a vu, nous, ce sont des chaînes d'assemblage au final. Et pas de production avec de la soudure, etc. à la main. Ou c'est peut-être là où finalement, ce sont des prestataires de ces marques-là qui... oui. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas des robots qui font ça aussi aujourd'hui ? Pas sûr. Enfin, quand on voit qu'il y a certaines étapes de ces smartphones qui sont quand même très complexes, sont faites à la main. Ce que je veux dire, c'est que moi, de ce que j'ai vu dans les opérations manuelles, ça demande quand même un niveau de technicité dans les manipulations assez élevé. Et il y avait une sorte d'expertise vraiment, on sentait les gestes étaient assurés et c'est pas juste mettre bêtement des composants dans un boîtier. Il y a aussi une phase de vérification, de test, etc. Il faut avoir, à mon avis, des notions en électrotechnique. Et donc, c'est pas donné non plus à des mineurs. À ce niveau-là de la fabrication du smartphone. Et d'ailleurs, les seuls qui restent dans la boîte, en fait, parce qu'il y a un turnover énorme. C'est-à-dire que je crois que tous les 2 ans, quasiment tous les ouvriers sont renouvelés. Et les seuls qui restent un peu plus longtemps, c'est ceux qui sont un petit peu plus formés. En fait, les ouvriers, ils viennent là parce qu'ils sont logés gratuitement. Ils font ça pendant 1 an et demi et ils repartent. Ils économisent en fait de l'argent pendant 1 an et demi parce qu'ils travaillent 60 heures par semaine. Ils ont 1 jour de repos. Et puis ça va être épuisant. Au bout d'1 an et demi, on doit exactement. Donc, c'est vraiment pas des gens qui travaillent toute leur vie là-dedans. Après, il y en a effectivement qui arrivent à se détacher, qui arrivent à avoir des formations et eux, ils restent dans l'entreprise. Mais il y a un taux de renouvellement qui est énorme. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, les plus grosses pressions qui se prennent, c'est pas au niveau des contraintes juridiques et légales, c'est les opérateurs qui viennent en usine et qui vont regarder, attention, moi, ce que je vends, j'ai pas envie que demain, il y ait une enquête sur les smartphones que je vends dans ma boutique. Je m'appelle Orange, je m'appelle SFR, je m'appelle Bouygues. Je veux pas qu'on m'accuse de vendre des smartphones qui sont issus de l'exploitation. Donc, en fait, les pressions, finalement, sur les conditions de travail, c'est les opérateurs qui la mettent.
Ouais, c'est dingue hein, ça. Ouais. Est-ce que, parce que c'est quand même fascinant de se dire qu'aujourd'hui, des robots fabriquent, allez, on va dire 70 ou 80% du smartphone. Est-ce que demain, on n'aura plus besoin d'intervention humaine pour fabriquer ce type d'appareil? Je crois que bêtement, c'est une question de coût. C'est-à-dire que dès lors que ça coûtera moins cher de mettre une machine avec un taux d'erreur suffisamment faible, ils le feront. Hein, effectivement, je pense qu'ils le feront. Pour le moment, moi, j'ai l'impression qu'on en est quand même assez loin, en fait. Alors, sauf sur les télés, etc. Là, c'est d'autres technologies. Mais sur les smartphones, moi j'étais assez étonné. On se dit un smartphone, il arrive dans la boîte, il est nickel, etc. On se dit pas qu'en fait, on se dit. En plus, le plastique est posé à la perfection. Il n'y a pas une trace de mais doigt. Et tout ça, c'est un humain qui le fait. Exactement. Et en fait, du coup, moi, ce que je me suis dit en rentrant, je suis en fait le smartphone que je sors de ma boîte, il a été touché, il a été manipulé par 50 personnes en fait. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est impressionnant. Et on raisonne pas comme ça quand on l'ouvre. On se dit c'est une boîte, c'est tout propre, c'est magnifique. Et en fait, il a été manipulé énormément à la main. Et alors là, vous avez vu les lignes de production Huawei, toi, Chris, Alcatel et BlackBerry pour RAF, mais les iPhones sont fabriqués à quelques centaines de mètres. C'est marrant, quelques kilomètres. Ils sont en face. Donc C'est l'usine ça qui est Foxconn dingue. qui fabrique les iPhones est quasiment en face du siège de Huawei. Oui, c'est ça qui fou. est. Ils sont qui tous est au même marrant, endroit. Hein. Incroyable. Bon, alors ce qui est intéressant, ce que tu as vu, Chris aussi, c'est les tests de résistance des téléphones. Ouais, c'est-à-dire que là très aussi, drôle. il faut que le téléphone résiste aux chutes ou aux usages du quotidien. Il y a des robots qui font ça. Comment ça marche? Bon, des automates, on va plutôt Des appeler automates. ça des automates et une batterie de machines de test. Alors il y a deux choses, il y a les normes environnementales et industrielles qu'un opérateur doit respecter, et les autres qui sont, tiens, je vais communiquer sur la résistance, etc. Donc il y a des tests un peu plus poussés faits par les fabricants. Et chez Huawei, donc on voit à l'image là par exemple cette machine à laver qui simule voilà, tout ce qu'un smartphone peut endurer comme choc dans un sac à main, dans un sac à dos, avec des clés, des machins. Et donc ils font tourner ça pendant plusieurs heures et après ils constatent les soucis. Alors évidemment ils sortent de là avec des rayures, des marques, mais si ça ne dépasse pas l'usure naturelle, on estime que il n'y a pas de souci. Cette machine-là, elle fait vraiment mal au cœur. Ah non, mais c'est donc un smartphone pris dans un étau et il est envoyé avec une force assez phénoménale sur une plaque en marbre. Donc, mais après, ces téléphones sont emballés et distribués ou ce ne sont que certains modèles qui, de temps en temps, sont pris de la chaîne pour vérifier s'ils sont solides? Il y a deux phases. Il y a les modèles qui sont prototypés avec tiens, on va essayer tel matériau, etc. Donc, on va le tester. Et après, il y a toute une batterie de tests sur les produits qui sont estimés finaux, en tout cas dans leur conception, et on va les confronter à ça. Mais l'iPhone que tu as dans ta boîte ou le smartphone que tout le monde sort de sa boîte n'a pas subi ces tests-là. Il a subi quelques tests mineurs, mais de base, mais je pense qu'ils en sélectionnent un de temps en temps, il y en a un. Il y en a un sur X. En fait, c'est comme dans l'industrie agroalimentaire, à mon avis, c'est un sur X qu'ils prennent et qu'ils prélèvent en fait. Après, c'est marrant, voilà, il y a la pression sur l'écran, la pression sur les boutons de volume, le bouton de verrouillage. Et aussi sur les câbles de charge, vous savez, les chargeurs, à force de torsion, on a tendance pas mal les abîmer. Et donc, il y a une machine qui vient avec nous en vidéo, on le voit, tordre là, le câble des heures durant et voir jusqu'à quel moment il pète, casse. Quoi. Ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les entreprises... Alors moi, ce que j'ai vu chez TCL, c'est vrai que c'est voilà, j'ai vu l'assemblage, etc. Et sur les batteries de test, en fait, c'est en train de devenir carrément un outil marketing. Ils communiquent dessus, puisque depuis le Note 7, Samsung a fait une campagne de pub en montrant ses usines là-dessus. Donc ça devient presque un outil marketing pour les boîtes. Moi, j'ai une question. Est-ce que ce qu'on vous a montré, c'est la vérité ou c'est un peu arrangé pour des journalistes européens qui viennent voir un peu comment ça se passe? Non, mais je pense que c'est tous les fabricants ont ça. Non, après, il y a entre les tests qu'ils font et les mesures prises suite à ces tests. C'est moi, tout. ce que j'ai vu, on a vu, enfin, la salle que j'ai vue sort 300 000 smartphones par jour. Ah, voilà, c'est la question que j'avais posée. 300 000 smartphones par jour. Par jour. Donc, clairement, effectivement, ils n'ont pas des usines cachées derrière parce que 300 000 smartphones par jour, au niveau mondial, déjà, c'est représentatif. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu est vrai, c'est sûr. Par contre, est-ce que c'est complet? Là, c'est la question. Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que le jour où on était là, ils ont travaillé peut-être d'une autre façon? Ils ont fait le ménage la veille. Est-ce que les contremaîtres avaient la même relation? Après, honnêtement, moi, ce que j'ai vu, c'est j'ai vu peut-être 300 ouvriers, j'en ai pas vu un sourire, j'en ai pas vu un parler avec un autre. C'était le quotidien de leur travail, en fait. Voilà, ils ne souriaient pas pour nous, ils ne s'échangeaient
mais aucun regard, c'est très froid. Donc il n'y avait pas de mise en scène. Après, est-ce qu'il y a d'autres endroits et en fait, à mon avis, ce qu'il faut aller chercher, c'est plutôt chez les sous-traitants. Les sous-traitants. Voilà. Ouais. Les sous-traitants, il y a peut-être d'autres choses, effectivement. C'est vrai que là, il y a tout le problème de la traçabilité de ces Exactement. composants. Il y a un truc qui m'a étonné, moi, dans l'organisation du travail. Bon, on se dit la Chine, le poids écrasant de l'État, etc. Et donc, pas trop de place donnée à l'individu. Et finalement, moi, au bout de la chaîne du P10, je me baladais un peu et j'ai vu sur un mur un genre de... Je sais pas, un leaderboard où c'est un peu les lauriers de Huawei. Et donc, c'était tous les meilleurs employés. Ouais, mais pas pour leur performance, mais pour ce qu'ils ont apporté dans l'amélioration du process. Tiens. Et donc il y avait la photo de l'ouvrier avec voilà, c'était tel jour, il a amélioré, il a proposé telle évolution, il fallait plutôt ranger les câbles comme ci plutôt que comme ça, et en impact ça a eu ça, ça et ça. Et je trouvais ça assez intéressant comme démarche finalement de valoriser les idées des individus quand même. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une culture, c'est un peu dérivé de ce qui arrive de la Silicon Valley, alors de très loin évidemment, mais ils s'en imprègnent qu'ils veulent ou non, et ils essaient de s'en imprégner, voilà, par rapport à leur culture à eux. 300 000 smartphones par jour, donc chez Raphaël, c'est pas chez lui. Hein, désolé, c'est pas assez grand chez moi malheureusement. Et toi pour le chaque P10, ligne pouvait sortir 1600 smartphones par jour, il y en avait 10 dans la même salle. Donc ça veut dire 16 000 par jour. 16 000 par jour. Et que pour le P10, hein, dans en fait, cette salle-là. Hein. Après, il y a d'autres salles qui fabriquent le P10. Et il me parlait d'un 1,2 million de smartphones de P10 fabriqués chaque mois. Imaginez en ce moment pour l'iPhone 10, là, à Shenzhen, ça doit y aller, ça doit fumer. Hein. Oui. Là, c'est terrible. Là, ils se les lancent, à mon avis, les trucs. C'est ça. Chris, pour terminer, évidemment, quand on va à Shenzhen, on fait un détour par Hong Kong, ne serait-ce que pour atterrir et pour redécoller, hein, parce que c'est l'aéroport qui nous permet d'arriver là-bas. Évidemment, c'est un peu la mecque du shopping, parce qu'on a plein de trucs incroyables, exotiques qu'on peut acheter. Et tu t'es fait plaisir avec un stabilisateur. Oui, alors quand on est technophile et geek comme moi, là, Hong Kong, c'est juste le paradis. Ouais. Alors, il y a tous les produits qu'on connaît et il y a tous les produits qu'on connaît pas du tout, mais qui font des cartons en Chine et qui vont arriver en France plus tard. Et on peut faire aussi de très bonnes affaires. Donc ça, c'est un gimbal. Je pense que tout le monde connaît le principe. C'est quelque chose qui permet de stabiliser au maximum un smartphone pendant les prises de vue, de piloter comme ça. Ça donne des images hyper fluides. Comme vous voyez là, c'est à Hong Kong. Donc ce produit, il est vendu en Europe jamais en dessous de 200 €. Nous, quand on l'avait testé, il était même à 270. Moi, je l'ai trouvé neuf à 110 €. Wow. Donc, du coup, je me suis jeté dessus. Et voilà. Et les iPhones étaient à 600 €. Quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Non, c'est très intéressant. Il y a vraiment des super affaires à faire. La TVA, en théorie, après, il y a plein de trucs à payer. Théoriquement, il faut payer la TVA. Il faut le déclarer à la douane, etc. Après, vous le faites ou vous le faites pas. Mais si vous achetez un iPhone. C'est risques et périls. Voilà, risques et périls. Très bien, voilà, on en sait un petit peu plus sur la fabrication de ces smartphones qui nous accompagnent au quotidien. Oui. Cool, merci beaucoup à Chris. Christopher Simili, et merci à Raphaël Gravely. Et ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. On se retrouve bien sûr le week-end prochain, vous le savez. rmc.fr pour la version audio et puis la version vidéo sur 0nettv.com et sur YouTube. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.